Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait de La vie du compositeur allemand Adrian Leverkühn raconté par un ami, un livre qui a été écrit par Thomas Mann, publié en 1949, mais composé entre 1943 et 1947 durant son exil aux États-Unis. Thomas Mann est un auteur allemand qui a fui le nazisme et à l'intérieur de cette œuvre-ci, le Docteur Faustus, il va mettre un parallèle entre la vie de ce compositeur qui aurait fait un pacte avec le diable pour accomplir son génie artistique et l'Allemagne nazie qui va développer un système d'extermination diabolique. Cette narration est prise en charge par l'ami de Adrian Leverkühn qui s'appelle Serenus Zeitblum et c'est lui qui parle ici dans ce chapitre 34. Il va nous faire une définition du processus créatif du compositeur. Je passe ainsi à la lecture. À cette époque, cette comparaison m'avait semblé bizarrement tirée par les cheveux, tout en suscitant en moi certains pressentiments. Comment n'y aurais-je pas repensé quand, par la suite, Adrian me dévoila peu à peu son dessin, l'œuvre qu'il maîtrisait victorieusement, cependant qu'elle l'écrasait. Pour elle, il avait lentement rassemblé ses forces quand la souffrance le terrassait. N'avais-je pas raison de le dire? Les états de dépression et d'exaltation féconde de l'artiste, la maladie et la santé, ne sont pas dissociés et ne s'opposent pas nettement. Plutôt, dans la maladie et en quelque sorte à son couvert, des éléments de santé sont en travail, et des éléments morbides subsistent dans l'état sain, et constituent un apport au génie. Dans ce texte, nous avons donc la définition du processus théorique d'Adrian Leverkühn, et on se rend compte que ce processus nécessiterait, pour ce faire, un état de maladie à travers lequel la création pourrait advenir. Ainsi donc, l'énergie que l'on entretiendrait dans le génie artistique serait paradoxale, et c'est exactement ce que nous allons étudier à travers ce commentaire linéaire, en répondant à la question « En quoi le génie artistique procède-t-il d'une énergie paradoxale ?» Pour répondre à cette question, je couperai mon texte en 4 parties. Une première partie de la ligne 1 à 6, dans laquelle va se mettre en mouvement la réflexion inductive, puis deuxième partie de la ligne 6 à 14, dans laquelle nous aurons la définition théorique du processus de création artistique, troisième partie de la ligne 15 à 24, dans lequel le narrateur s'arrête sur un exemple particulier, le compositeur Adrian Leverkühn, et enfin une quatrième partie de la ligne 24 à 33, dans laquelle nous avons accès à la prise de parole de l'artiste de manière directe. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une phrase qui est coupée de son contexte. Nous ne savons pas de quelle comparaison le narrateur parle, mais il y a un certain nombre d'éléments intéressants dans cette phrase tout de même, notamment la forte modalisation avec l'affirmation d'un narrateur homodigétique interne à travers les marques de la première personne. Autre élément, toujours lié à cette modalisation, c'est l'adverbe « bizarrement » qui va introduire une inquiétante étrangeté typique des textes fantastiques auxquels le motif du pacte diabolique fait référence. De la même manière, l'allitération en « S » va appuyer encore cet élément-là tout en suscitant en moi certains pressentiments et l'idée de pressentiment qui fait référence à celle d'un destin éventuellement tragique puisque le pressentiment, c'est le sentiment de ce qui va arriver. Ainsi, dès la première phrase, vont se nouer les causes et les enjeux de la création artistique, une création qui serait paradoxale puisque diabolique. La modélisation se poursuit à travers toute une série de questions rhétoriques et va apparaître l'objet de la méditation, l'œuvre, le dessin d'Adrian Leverkühn, et cette œuvre va être elle-même paradoxale puisque sa création balance entre maîtrise et écrasement. À travers l'antithèse, on pourrait montrer qu'il y a une opposition à l'œuvre dans la création, mais cette opposition ne s'arrête pas là, puisque grâce à la conjonction « cependant que », il y a bien une simultanéité. On est donc bien dans le cadre d'un paradoxe, puisque nous avons deux états diamétralement opposés, la maîtrise et l'écrasement, qui sont cependant simultanés dans la création. Cette structure, qui ressemble à une antithèse, mais qui en fait est un paradoxe, se répète en parallélisme dans la ligne 5 et 6. Il avait lentement rassemblé ses forces quand la souffrance le terrassait. On a un système d'opposition apparent, mais la conjonction « quand » ramène ici un état de simultanéité. La création artistique, qui procède du génie,
procède donc d'une énergie paradoxale, puisqu'elle est à la fois une création et une destruction simultanée. Je passe ainsi à ma deuxième partie. Les questions rhétoriques se poursuivent, toujours modalisées à la première personne, mais ici il s'agit beaucoup plus d'une réflexion théorique. Nous sommes partis d'Adrian à la ligne 3 et nous arrivons à l'artiste à la ligne 6. Cependant, cette réflexion théorique poursuit le paradoxe avec des systèmes d'opposition, dépression, exaltation ou bien maladie et santé, mais ces systèmes d'antithèse sont toujours associés. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'elles sont associées de manière négative, ne sont pas dissociées, ne s'opposent pas nettement. Ainsi, à travers la double négation, pas dissociées ou pas opposées, il faudrait entendre une affirmation, elles sont associées et elles sont simultanées. Donc on a bien toujours ce motif du paradoxe qui se poursuit, seulement avec des modes différents. Ce paradoxe se poursuit toujours, là encore à travers une conjonction, plutôt un système d'opposition, et le « et », la conjonction de coordination, qui va venir établir une simultanéité et une interdépendance entre les deux parties de la phrase. Alors cette phrase elle est intéressante parce que, d'une part, toujours nous avons une antithèse visible. Maladie et santé, morbide et sain. Cette antithèse, elle est bâtie sur quelque chose qui ressemblerait à un parallélisme. Élément négatif, élément positif, élément négatif, élément positif. Cependant, dans son écriture même, plus qu'un simple parallélisme, eh bien, les structures grammaticales sont construites en chiasme. Maladie, élément de santé, élément morbide, état sain. Et donc, à travers un parallélisme apparent, se dessinerait en fait un chiasme, qui est une figure du renversement, toujours brodant autour du système diabolique qui était présenté dès le début. Tout ce système diabolique qui allie des antithèses mais dans la simultanéité sont la définition, avec la clausule de la phrase, constitue un apport au génie, donc constitue la définition de ce qu'est le génie. En général, la création géniale, c'est l'alliance des contraires et donc procède véritablement d'une énergie paradoxale. On brode toujours sur le motif du pressentiment de la ligne 2 avec le retour de la clairvoyance. On est toujours dans le même champ sémantique. La clairvoyance, c'est ce qui me permet de voir l'avenir. Et on a toujours ce système à la fois d'antithèse, souci effroi contre fierté, et de simultanéité avec aussi. La définition finale, le génie est une forme de force vitale profondément instruite de la maladie, repose sur, là encore, un système d'antithèse, puisque force vitale et maladie, normalement, seraient inverses. Et pourtant, ici, si la maladie instruit le génie, eh bien, c'est donc bien qu'elle le crée. Et cette création paradoxale va se confirmer dans le jeu de mots qui suit, un jeu de mots en paronomase entre génésique et générateur, à travers ce retour du sens, ce retour du son, génésique, générateur, on peut retrouver aussi une racine qui rappellerait celle du génie. Le génie, en définitive, serait ce qui crée à partir de la maladie, donc à partir de la destruction. En cela, le texte s'inscrit bien pleinement dans le parcours. Je passe ainsi à ma troisième partie. On en arrive, après la définition générale, à un exemple particulier, l'oratorio apocalyptique d'Adrian. Alors, cette locution, elle est intéressante parce qu'elle est quasiment une oxymore, puisque l'oratorio est une œuvre religieuse, du coup ça irait bien avec l'idée d'apocalypse, mais l'apocalypse est elle-même utilisée en syllabes, puisque l'apocalypse c'est une destruction, ou en tout cas c'est le récit d'une destruction, mais étymologiquement c'est aussi une révélation. Ce qui nous est révélé dans cet oratorio est en réalité le processus destructif de la création artistique. Et en cela, on brode toujours sur l'idée d'énergie paradoxale. Cette création se retrouve avec l'idée de gestation qui était déjà annoncée à la ligne 7 à travers féconde. Nous sommes véritablement dans l'idée d'un accouchement. Il s'agirait pour Adrian d'accoucher d'une œuvre et ainsi le symptôme de la maladie, complètement à bout de souffle, pourrait s'entendre toujours dans le sens de cet accouchement difficile. On retrouve toujours à travers la conjonction un système d'antithèse. Pourtant, il y a ici une rupture, quelques mois plus tard, rupture temporelle. Mais ce qui est intéressant, c'est l'antithèse, là encore, autour de cette rupture, entre une gestation très difficile
et finalement une mise bas, un accouchement extrêmement rapide, quelques mois. Suit un développement sur l'idée de refuge, de cache, on retrouve tout ce champ lexical dans cette longue phrase, sur du coup le processus créatif. Ce processus, là encore, est paradoxal, puisqu'il naît dans la misère physiologique, qui n'est jamais qu'une périphrase pour désigner la maladie, mais l'idée intéressante qui est rajoutée, c'est que l'abri lui-même est paradoxal, puisque cet abri douloureux est un abri, un retranchement douloureux des hommes. En réalité, ici, on aurait presque une hypallage, c'est-à-dire que l'abri qui était censé être douloureux est moins douloureux que la fréquentation des humains. Et c'est précisément cette idée-là qui va accentuer encore cette idée de détachement, de génie, puisque Adrian n'est pas un humain, n'est plus un humain, il est peut-être plus que cela à travers son génie, à travers sa création. Cela va venir se confirmer à travers l'idée de provenance de son inspiration, dérobée au monde inférieur, tirée de lui, et qui expire au jour avec l'idée paradoxale d'une naissance qui expire, donc qui meurt. L'idée de monde inférieur faisant ici référence éventuellement à l'enfer, dont on voit se dessiner en creux la présence. Je passe ainsi à ma dernière partie. On retrouve toujours la même idée, il s'agit de révéler petit à petit, comme il s'agissait de dévoiler peu à peu à la ligne 3, donc on est vraiment dans une écriture très circulaire, une écriture de la réflexion qui progresse en revenant sans cesse en arrière, de la même manière que les questions qui sont posées ne trouvent pas de réponse ou des réponses qui ne sont jamais exactement celles qu'on attend. À travers cet échange entre Adrian et Serenus vont se dessiner un champ lexical de l'inquiétude, mais aussi un champ lexical du mystère, les deux étant liés. Ici, le mystère a un sens quasiment religieux, puisqu'il s'agit du voile que l'on met sur les divinités pour les masquer, tant que nous ne pouvons pas les regarder. Ici, c'est intéressant, puisque la divinité cachée, finalement, à l'intérieur du processus créatif, est inquiétante, sans doute, là encore, un signe du démon, et cela pourra se confirmer avec cette idée de rire et de froncement de sourcils, comme s'il y avait une espèce de dissonance entre toutes les actions du personnage. Cela va se confirmer aussi dans la prise de parole au discours direct, « Garde pure ta chère petite âme », ce qui sous-entendrait que lui-même n'a pas l'âme pure. De la même manière, les horreurs sacrées en fermentation, à travers l'oxymore, horreurs sacrées vont se dessiner justement cette figure du diable, confirmée par l'idée de fermentation, qui amènerait l'idée de puanteur, éventuellement référence à Méphistophélès, le diable responsable de la tentation dans le Faust de Goethe. On termine sur une dernière oxymore, le virus théologique, qui rappelle tous les systèmes antithétiques du texte, la maladie d'une part et la création d'autre part, et on termine sur la violente récidive qui achève de lier création et maladie de manière définitive. En quoi le génie artistique procède-t-il d'une énergie paradoxale ? Tout d'abord, le texte développe la thématique de la force vitale en lien avec le génie. C'est visible dans le lexique lui-même du texte. On nous parle explicitement de force vitale et de génie à peu près au milieu. Ici, il s'agit en quelque sorte d'une application de la théorie de l'énergie à la création artistique. Et en cela, on pourrait rapprocher ce texte des travaux de Freud sur la sublimation. Il s'agit aussi de mettre en scène une création artistique qui serait corrélée directement et simultanément à la destruction de l'artiste. Ici, à mesure que l'artiste se détruit, l'œuvre se construit et lorsque l'artiste mourra, eh bien, l'œuvre sera achevée. Troisième élément qui paraît intéressant, c'est la présence d'une tonalité fantastique qui est annoncée dès le début du texte et qui amène progressivement à faire douter du moteur réel de la création. D'un côté, c'est un moteur, un générateur pour reprendre le mot du texte, qui serait parfaitement physiologique, je crée à cause de la maladie, et en même temps, un moteur qui serait parfaitement surnaturel, d'origine diabolique. Et en cela, on retrouverait bien le thème du génie inspiré, qui est très traditionnel dans la littérature, mais ici, plutôt qu'une divinité, ce serait le démon qui l'inspire, et en cela, eh bien, on se rapproche de pas mal de figures de génie qui ont trait à notre parcours de l'énergie, création et destruction. Quatrième point, la réflexion théorique qui procède par induction et déduction simultanées, et c'est ce qui va structurer tout l'extrait. Eh bien, cette réflexion est elle-même paradoxale, puisqu'elle va combiner simultanément deux processus radicalement différents.
l'induction, je passe du cas particulier à la règle, et la déduction, je passe de la règle au cas particulier. En cela, on pourrait presque aller jusqu'à dire que le génie artistique, ce serait aussi le génie de la critique artistique de Lamy lui-même et de l'écriture de Thomas Mann. Ainsi, on pourrait conclure avec cette idée d'un paradoxe qui serait représenté formellement, notamment à travers tous les systèmes d'opposition apparente via les conjonctions, mais des stylèmes de parallélisme qui vont innerver l'intégralité du passage. Ainsi, pour conclure, le génie artistique procède d'une énergie paradoxale puisqu'il détruit l'artiste à mesure qu'il produit l'œuvre, et c'est précisément en cela que l'artiste n'est plus humain, qu'il est surhumain. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter la subordination dans l'interrogation lignes 2 à 5. La subordination concerne les propositions subordonnées, relatives ou conjonctives, qui sont donc dépendantes de propositions principales à qui elles vont donner un sens nouveau en complétant certains mots de cette principale. Dans notre texte, j'ai relevé 2 exemples de conjonctive et un exemple de relative. Je commence par le cas le plus simple, qui est celui de la relative. On la trouve qui complète le nom commun œuvre, donc c'est l'œuvre qu'il maîtrisait victorieusement. Dans qu'il maîtrisait victorieusement, nous avons le pronom relatif, dont on sait qu'il introduit la relative, et qui reprend le nom œuvre en lui donnant la fonction COD dans la relative. Pour ce qui est des conjonctives, nous en avons 2 cas qui sont d'inégale difficulté. Le premier cas, le plus facile, quand par la suite Adrian me dévoila peu à peu son dessin. Ici, nous avons bien une conjonction de subordination qui va introduire une proposition subordonnée conjonctive, donc, et cette conjonction, c'est quand. À travers cette conjonction, qui donne un aspect temporel à la question, va se prouver la fonction de complément circonstanciel de temps de cette proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Deuxième cas de la proposition subordonnée conjonctive, c'est un cas plus problématique puisque en fait la phrase est construite sur un parallélisme et pourrait amener à une mésinterprétation grammaticale. Il ne faut pas prendre qu'elle l'écrasait comme une proposition subordonnée relative à égalité avec qu'il maîtrisait, mais bien considérer que comme particule de cependant que, et nous voyons ici le cependant qui n'aurait pas un sens adversatif, mais bien un sens temporel, et donc cependant que serait une conjonction de subordination qui introduirait du coup une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, en l'occurrence de temps.